Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional et bienvenue ici au Salon de l'Agriculture à Paris, porte de Versailles. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Première émission spéciale Europe à 3 mois des élections. Quelle réforme pour la politique agricole commune? Alors pour ordre d'idée, l'Union européenne verse plus d'1 milliard d'euros à nos agriculteurs chaque année en région Occitanie. Une Europe souvent décriée des agriculteurs pour ses règlements et ses normes, mais une Europe qui aide et qui subventionne. Alors, la future PAC sera-t-elle plus protectrice pour les paysans, mais aussi pour l'environnement? Va-t-elle s'ouvrir plus à la concurrence? Avec nous pour en débattre, 4 invités. Jean-René Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Gers. Face à vous, Guillaume Cros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région Occitanie en charge des affaires européennes et vous êtes également membre du comité européen des régions pour lequel vous avez réalisé un rapport sur la PAC. Un syndicat agricole également avec nous sur ce plateau, Dominique Fayel, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur en Aveyron et vous êtes administrateur à la FNSEA. Et puis enfin, l'Union européenne et sa commission, également représentée avec vous, Guillaume Roty, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Commission européenne en France. Alors avant de vous entendre, messieurs, on va écouter les principaux concernés par cette future réforme de la politique agricole commune, c'est-à-dire nos agriculteurs régionaux. Corinne Carrière et Jean-Pierre Duns sont allés les interviewer dans les allées du salon. Et nos craintes, c'est vraiment qu'ils diminuent les paiements parce que nous, personnellement, sans les primes, sans la PAC, la ferme, elle est plus viable. Si on pouvait faire sans, on ne demanderait pas mieux, quoi. On dépendrait de personne à part de notre travail. Même avec les aides, on ne s'en sort pas. On nous demande de plus en plus de normes et tout ça. Et nos aides diminuent chaque année. Et on les perçoit de plus en plus tard aussi, en plusieurs versements. C'est pas facile pour nous à gérer au niveau de la trésorerie. À l'heure actuelle, la politique, c'est plutôt de soutenir les gros élevages et de faire disparaître un peu les agriculteurs traditionnels. Alors Dominique Fayel, concrètement aujourd'hui, est-ce qu'un agriculteur peut vivre sans subvention européenne? Je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais je vais en citer quelques-uns qui donnent un bon aperçu. En Aveyron, c'est-à-dire un des 13 départements de la région, évidemment en matière agricole, ce n'est pas le moindre, c'est près de 250 millions d'euros qui sont versés tous les ans pour grosso modo 8000 agriculteurs qui déposent une déclaration PAC. C'est un quart du chiffre d'affaires de la ferme Aveyron qui se rapporte à 1 milliard d'euros. Et c'est dans certains cas plus que le revenu de l'agriculteur. Dans certains cas, c'est la majorité. La majorité des agriculteurs ne peut pas vivre sans la PAC. Concrètement, aujourd'hui, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. D'autres pistes, c'est évident qu'il faut aller chercher le revenu aussi par le produit, par la recherche de valeur. Mais concrètement, là tout de suite, sans les primes, l'agriculture s'effondrerait. Ça vous paraît normal, Guillaume Cros? Ah non, ça paraît normal. Ce qui paraît pas normal, c'est que les agriculteurs puissent pas vivre de leur travail. Ça, c'est une évidence. Et que tout doit être mis en place pour ce faire. Et que la PAC aujourd'hui actuelle ne répond pas à ce défi-là. Et effectivement, il faut travailler sur une PAC qui permette une meilleure répartition des aides. Aujourd'hui, 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Il faut revoir tout ça. Est-ce qu'il faut considérer qu'il n'y a pas le choix? C'est la PAC ou rien? Ou est-ce que c'est un secteur économique qui peut malgré tout rebondir et redevenir rentable pour les agriculteurs? Moi, j'en suis convaincu. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de revenir rentable. Effectivement, c'est l'alimentation, c'est un bien commun. Et il faut d'ailleurs parler de politique agricole et alimentaire. Moi, je crois qu'il faut vraiment... parce qu'il y a un nouveau lien à l'alimentation, il y a de nouvelles demandes. Et donc, moi, ça ne me choque pas du tout que les agriculteurs puissent être payés justement parce qu'ils produisent de la qualité, qui font qu'ils luttent contre les changements climatiques. C'est pas du tout. Moi, ça me choque pas, vraiment pas du tout. Jean-René Cazeneuve, sur ce système actuel, qui est un système de subventions et qui parfois n'est principalement des subventions, ce qu'on vient de dire. Les agriculteurs sont les premiers à vous dire qu'ils aimeraient ne pas vivre des subventions. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils en ont absolument besoin. Et c'est une priorité dans les négociations qui vont s'engager, c'est de maintenir un budget qui soit tout à fait significatif. Mais c'est vrai que
l'objectif de tout le monde, c'est de faire en sorte qu'ils vivent dignement de leur travail. Et c'est Mais ça, c'est pas aussi- devenu une sorte de leitmotiv de tarte à la crème? Pas Parce qu'on vraiment. ne peut pas dire la vérité les yeux dans les yeux en disant ben non, l'agriculture, ça va être subventionné, c'est tout. Pas vraiment, parce qu'on a quand même voté une loi très importante l'année dernière qui a pour objectif de renverser la construction des prix, de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre mieux de leur travail. Donc c'est pas simplement une volonté comme ça à lancer. Pour finir de poser les choses, la PAC, c'est historiquement le premier budget de l'Union européenne, hein, Guillaume Roty. Oui, tout à fait. La PAC, c'est 40% du budget européen qui est consacré. Peut-être voir que cette problématique, elle se pose aussi dans tous les pays. Dans tous les pays, les agriculteurs européens ont besoin des subventions européennes pour avoir un niveau de vie décent et compléter leurs revenus. Ce n'est pas spécifique à la France. Et d'ailleurs, la France n'est pas forcément le pays où le besoin et la dépendance aux subventions est la plus grande. Donc nous, ce qu'on propose au niveau européen, c'est de continuer cette politique de filet de sécurité qui répond aussi à certains enjeux communs que les agriculteurs remplissent pour l'ensemble des citoyens européens, le verdissement, la lutte contre le changement climatique, l'aménagement du territoire, et d'arriver à faire en sorte que le revenu du travail de l'agriculteur soit meilleur, en travaillant aussi au niveau européen sur la construction des prix, c'est quelque chose qui est important pour nous, et en travaillant sur des débouchés, notamment commerciaux, dans Mais des marchés à justement, l'étranger. la Commission européenne, au début, en 62, quand la PAC est créée, c'est la garantie des prix. On a abandonné pour l'aide directe à l'hectare ou à l'animal. Est-ce que justement, il ne faudrait pas à nouveau garantir les prix? C'était le cas pour les céréaliers, pour les laitiers. Alors nous, on ne croit pas du tout que garantir les prix crée de la valeur pour les agriculteurs et pour les citoyens européens. En règle générale, ça fait des prix trop chers, moins de production, pas au bon moment, et donc on est beaucoup plus en faveur de ce mécanisme où on assure un filet de sécurité et où on essaye de gérer la volatilité des prix sur les marchés financiers qui sont aujourd'hui agricoles. Et donc c'est vraiment cet axe-là sur lequel on veut insister, c'est essayer de lisser les revenus des agriculteurs tout au long de l'année et des années. Alors on parlait en introduction des normes, des règlements européens. Dominique Fayel, où en est cette fameuse carte des zones défavorisées qui avait mis le feu aux poudres littéralement dans notre région avec des manifestations agricoles dont on se souvient encore? Mais aujourd'hui, la carte a normalement été validée par la Commission à ce stade. Elle devrait s'appliquer pour la prochaine déclaration PAC qui va s'ouvrir au mois d'avril. Vous êtes satisfait de cette nouvelle carte? Ben, il reste, non, parce qu'on sait qu'il reste des situations qui n'ont pas été bien traitées ou bien prises en compte par cette nouvelle carte. Même si beaucoup a été fait pour reconnaître l'essentiel des territoires de Midi-Pyrénées, il reste, notamment dans l'Aude, notamment dans le Gers et aussi un peu dans les Hautes-Pyrénées, des territoires dont la spécificité n'a été que mal prise en compte par des critères qui peuvent se justifier à une échelle globale, mais qui concrètement, parce qu'il manque, on est 0,5% en dessous d'un trait, ben on n'est pas pris en compte. Il y a combien de perdants à peu près de gens qui bénéficiaient de la carte et qui sont sortis de la carte dans notre région? Bon, on est à je dirais une centaine de communes à peu près, voilà. Guillaume Roty, vous recevez ce message et cette image aussi parfois d'une Europe qui doit trancher à 0,5 près, mais qui peut mettre parfois des agriculteurs dans la tourmente. Alors, on le conçoit bien. En l'occurrence, c'est pas nous qui tranchons dans ce dossier-là. C'est plutôt le gouvernement français et le ministère de l'Agriculture français qui doit proposer la carte. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que la carte répond à des critères de définition de zones avec des contraintes naturelles assez homogènes au niveau européen et où il y a véritablement des contraintes qui justifient une indemnité qui est versée. Donc là, Jean-René aujourd'hui, Cazeneuve hoche de la tête. Oui, non, pas à peu près cohérente au niveau européen, qui soit cohérente au niveau européen. C'est bien ça aujourd'hui qui a fait que, même si la carte est globalement juste et globalement positive, elle est localement très injuste pour un certain nombre de zones, parce qu'on a été obligé d'appliquer les mêmes critères au niveau européen, ce qui peut s'entendre d'un point de vue européen. Mais encore aujourd'hui, et pas beaucoup, mais encore des aberrations, en particulier dans le Gers, où il y a une douzaine de communes qui sont comme ça, pentues, on ne peut pas faire autre chose que de l'élevage. Alors, autre aberration dont on a parlé cette semaine, c'est le versement des aides à la conversion bio, notamment, qui tardent à arriver. Certaines ont plus de 3 ans de retard. Alors, c'est des aides qui sont censées être versées par la région,
Donc c'est la faute à qui si tous ces agriculteurs en colère qui sont passés au bio n'ont pas encore eu leurs aides au bout de 3 ans, Guillaume Oui, Prost? on va pas renvoyer la balle aux uns aux Ouais. autres, etc. Mais c'est inadmissible le fait qu'effectivement ces aides n'ont pas été versées. Alors là, en l'occurrence, je vais renvoyer la balle. C'est pas la région, effectivement, là c'est au niveau des États, de l'État. Et c'est vrai que quand on prend prétexte d'un logiciel pour que qui dit que le financement n'est pas versé, Ça, c'est un problème c'est du complètement logiciel. aberrant. C'est un problème administratif. C'est pas du tout entendable dans les campagnes, ce qui est complètement normal. Alors là, le président Macron nous a, semble-t-il, dit que les choses allaient se régler dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Vous avez fait le forcing je là-dessus, l'espère. Jean-René Cazeneuve? Oui, enfin, là aussi, je n'aurais pas polémiqué parce que je pense qu'on essaye de tous. On défendre la même on a le droit, agriculture. on a le droit. Mais il y a quand même un vrai retard en Occitanie. On a quand même les champions du monde, donc ça n'est pas Oui, mais c'est que pas- l'État. Non, franchement, ça n'est pas que l'État. Et vous savez très bien, les chiffres sont là. Il y a un Qu'est-ce retard que la aujourd'hui région ne en fait pas alors? Occitanie. Qu'est-ce que le conseil régional ne fait J'en sais pas rien, ou mal? moi, je ne suis pas au conseil régional. Parce que Au vous voulez contraire, dire, c'est Au c'est contraire, spécifique à l'Occitanie. l'État a enlevé de l'argent pour entre autres pour le maintien du bio, et c'est la région qui est venue compenser. Donc la région fait pour le bio particulièrement. La Bon, région fait. on s'est bien envoyé la balle en tout cas. Alors, on va voir dans quelques instants à quoi La pourrait commission est ressembler. Ah, mais eux, ils ont versé, eux, donc. Hein. On va voir dans quelques instants à quoi pourrait ressembler la future PAC, d'ores et déjà. Elle fait beaucoup parler dans le monde agricole, vous en doutez. Elle provoque aussi des questions, voire des inquiétudes. Illustration avec ce reportage signé Stéphane Compan et Frédéric Dess. C'est comme se percer les oreilles pour n'importe quelle personne. C'est un numéro de référence qui les suivra tout le long de leur carrière et qui leur permet, il y a une boucle électronique et puis une boucle classique avec le numéro d'élevage. La boucle électronique, c'est entre autres pour tout ce qui est suivi. Chaque année, 400 agneaux voient le jour dans l'exploitation de Jonathan Kirchner. Des naissances qui viennent agrandir le cheptel composé déjà de 460 brebis. Une production locale, bio, sans intermédiaire, de l'éleveur au consommateur. La PAC nous aide très peu sur ce type de production. C'est peu rémunérateur parce que finalement, comme on est maître de tout notre système, on va très peu alimenter un système industriel qui est avec des coopératives, avec des grosses zones de transformation et de commercialisation dans la grande distribution par exemple. Je suis assez pessimiste sur le fait que la PAC aille dans le sens de notre type de production. Parallèlement à son élevage caprin, cet ancien ingénieur en agronomie du développement du territoire s'est lancé dans l'agroforesterie. Frênes, chênes, érables, tilleuls, au total plus de 400 arbres ont été plantés sur 9 hectares. Une démarche environnementale qui sera valorisée dans la réforme de la nouvelle PAC. Protéger la biodiversité, protéger les sols, de protéger également la qualité de l'eau. Et tout ça, je pense que ça va être de plus en plus valorisé puisqu'il y a un besoin qui est vraiment important vu que toutes ces branches de biodiversité et branches d'environnement se dégradent au fur et à mesure. La baisse annoncée du budget de la PAC va concerner directement les agriculteurs français. C'est le cas de ce céréalier du Lauragais. En 2017, la PAC lui a versé environ 30 000 € d'aide directe. La réforme va lui faire perdre environ 3 000 €. On va perdre des aides parce qu'on sait que le budget de la PAC est en récession et que pour notre région ici, ça va se situer entre 5 et 10%, on va dire, dans mon cas plus spécifiquement, aux alentours de 10%. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ça aura un impact direct sur mon revenu. Pour ce porte-parole de la Confédération paysanne, le projet de la nouvelle PAC conforte un système d'aide capté par l'industrie agroalimentaire au détriment du revenu du paysan. C'est à la fois satisfaisant et insatisfaisant parce qu'il faut qu'on l'ait, mais si on ne l'avait pas, ça serait mieux. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse en vivre déjà aujourd'hui et qu'on puisse en vivre après. Donc le débat est très important. La Commission souhaite un accord politique sur la PAC avant les élections européennes en mai 2019. Alors, on vient d'entendre ce céréalier qui, comme beaucoup d'autres agriculteurs, annonce une baisse de l'enveloppe globale. On sait d'ores et déjà de combien et pourquoi elle va baisser, cette enveloppe globale, Guillaume Roty. Déjà, pourquoi elle va baisser ou pourquoi nous, on a proposé un budget de la PAC en baisse. Il faut voir que la PAC est effectivement le premier poste budgétaire du budget européen, mais on est face à une contrainte qui est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne dans les prochaines années, enfin dans les prochains jours en l'occurrence.
Et le Royaume-Uni est un des contributeurs nets au budget européen. C'est-à-dire que le Royaume-Uni donne plus d'argent au budget européen qu'il n'en reçoit. Et donc le budget européen a moins d'argent. Il y a moins d'argent aujourd'hui au niveau européen. C'est une sorte de variable d'ajustement, mais il n'y a pas les moyens de compenser sans prendre sur la PAC, justement. Il peut y avoir des moyens de compenser. On a pensé aussi à avoir des nouvelles ressources propres pour le budget européen. C'est-à-dire que ce pas des impôts européens, mais c'est des manières de financer le budget européen direct, pas par la contribution des États. La question, c'est qu'est-ce que les dirigeants européens, qu'est-ce que les pays européens aujourd'hui veulent comme priorité pour l'Union européenne et qu'est-ce qu'ils veulent allouer à la PAC. Nous, on a proposé une baisse limitée du budget de la politique agricole commune, à peu près 5%, parce qu'on a aussi beaucoup d'autres priorités à financer. Le gouvernement français parle de 15%. Pardon ? 15%. Ça dépend en fait si on parle des aides directes ou des aides indirectes. Vous la redoutez, cette baisse de l'enveloppe de la future politique agricole commune, Dominique Fayel? Bien sûr qu'on la redoute, mais la décision n'est pas prise. Ça, c'est la proposition de la Commission. Et aujourd'hui, on est dans une phase de discussion entre les États membres et la Commission. Ce qui est en jeu, c'est évidemment la contribution des États membres. L'Union européenne, c'est une forme de coopérative, finalement, où les membres peuvent pas toujours demander plus sans contribuer davantage. Alors, chaque État membre a ses aspirations, certains accepteraient de cotiser plus, d'autres moins. La discussion est en cours. Vous faites du lobbying, la France, en tout cas, actuellement est sans ambiguïté sur le fait qu'elle attend une augmentation de ce budget. Ça va au-delà des 5% qui sont annoncés. Parce que ça ne tient pas compte de l'inflation. En prenant en compte de l'inflation, ça irait bien au-delà. Et sur le second pilier, c'est-à-dire les aides qui sont ou territoriales ou gérées territorialement, ça irait même jusqu'à 25%. Donc il ne faut absolument pas que les choses restent en l'état. C'est ça qui est. Enfin, je veux juste rebondir là-dessus, c'est-à-dire que la baisse du budget de la PAC, c'est certes les aides directes aux agriculteurs, mais c'est aussi ce qu'on appelle le développement rural, 25 à 30% pour notre région. Et ça veut dire beaucoup moins de services publics, voire plus de services publics. Ça veut dire moins d'innovation dans les campagnes, moins de transport dans les campagnes. Et donc, c'est ce qui fait la vie des campagnes aussi. Et là, l'enjeu, il est aussi là, dans la future politique agricole commune. Et c'est vrai que l'enjeu aussi des élections européennes, ça va être ça. Ça va être de dire qu'est-ce qu'on veut, quelle PAC on veut. On veut une PAC solidaire, juste. Même si là, ça se joue au niveau des gouvernements. Il a d'ailleurs déjà commencé à faire du lobbying ici même, et pression également, Emmanuel Macron, pour que cette PAC soit plus forte. Oui, je pense qu'il a donné un cadre très important. Il y a un cadre budgétaire, et donc la France va se battre pour que, avec évidemment la variable anglaise, de la Grande-Bretagne, mais va se battre pour que la PAC reste au niveau qui était celui de la PAC précédente. Et c'est vrai, c'est aussi, je vous rejoins, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette PAC? Et je crois que c'est aussi très important. Moi, je suis très européen, nous sommes très européens. Cette politique agricole doit porter les valeurs de l'Europe et elle doit être plus protectrice. C'est-à-dire qu'il faut probablement aller vers moins de compétition au sein de l'Europe et être plus protecteur vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de pays, de continents aujourd'hui qui ne respectent pas ce que vous nous voulons faire. La déclaration d'Emmanuel Macron, c'est pas juste un effet d'annonce, est-ce qu'il y a un PAC pour la PAC? Est-ce qu'il y a un PAC de pays? Quels sont les contacts entre le gouvernement français, l'Allemagne? Est-ce que c'est jouable? Les négociations sont en cours, donc je ne peux pas préjuger de ce que sera le résultat. Mais il y a un vrai engagement du président de la République à se battre pour ça. Je crois que c'est, une fois de plus, il faut que l'Europe sorte renforcée de cette négociation. Si ce n'est quand même qu'on va maintenant vers une renationalisation de la PAC. Moi, la crainte, elle est là, c'est-à-dire que la politique agricole commune ne soit plus si commune que ça. Et on le voit avec la baisse des budgets, on va demander aux États de cofinancer les États qui ne pourront pas le faire. Il y aura des mises en concurrence entre les territoires qui se feront. Non, là, il y a aussi un vrai enjeu. Guillaume Roty. Alors, peut-être un ou deux points. Un acteur qu'on a oublié aujourd'hui, dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même le Parlement européen, qui lui aussi vote le budget et va définir le budget de la PAC. Donc c'est important de voter aux prochaines élections européennes si la PAC est quelque chose d'important pour vous, parce que le Parlement est un acteur essentiel de la définition du budget de l'Union européenne. Ça, c'est vraiment, il faut l'avoir en tête, parce que le budget est validé par le Conseil, donc les États, et par le Parlement européen. Sur le montant de la baisse, il y a différentes manières de voir les choses. Effectivement, les aides directes, ce que la Commission a proposé, c'est de baisser le moins possible les aides directes et de baisser un peu plus les aides au développement rural, qui représentent à peu près un tiers de l'ensemble de la PAC. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ces aides sur le développement rural sont des aides à la conversion bio, par exemple, ou l'aide qu'on mentionnait pour les zones défavorisées, ça rentre là-dedans aussi.
ça peut être plus facilement cofinancé par les États et on va essayer d'augmenter le taux de cofinancement. Là où il faut aussi se rendre compte que le taux de cofinancement actuel, c'était un taux de cofinancement lié à la crise, où il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre dans les États pour financer. Donc on se dit que c'est assez naturel que cet aménagement du territoire se fasse aussi plus en lien avec les États membres. Je pense qu'il va falloir sortir de ce jeu de ping-pong entre la Commission qui dit puisque vous voulez pas aux États membres, puisque vous ne voulez pas contribuer davantage, vous cofinancerez davantage. Bon, je pense qu'il faut prendre en compte l'intérêt des agriculteurs. Et puis il y a un aspect qu'on a peu pris en compte jusque-là dans la discussion, c'est que l'Europe n'est pas toute seule. Quand on regarde la façon dont sont traitées les politiques agricoles par les autres grands ensembles à l'échelle mondiale, oui, on s'aperçoit que toutes les puissances notamment, et tous les continents investissent dans l'agriculture. Ce n'est pas le moment pour l'Europe de désinvestir. Ça me permet de mentionner un point que je n'avais pas dit. On a aussi prévu dans le budget européen un fonds spécial d'investissement pour les questions agricoles, qui n'est pas dans la PAC, qui est dans le fonds pour l'investissement, mais où il y a une ligne pour l'agriculture et on pense effectivement le montant de cette de 10 ligne, milliards d'euros pour le budget. Voilà. On pense que c'est un vrai levier pour moderniser la PAC et aussi affronter les autres ensemble. On va revenir à cet agriculteur qui parle dans le reportage et qui dit moi je fais du bio, je fais du circuit court, je fais du local et finalement c'est pas ce qui me rapporte les aides européennes. Est-ce que ça peut changer ça ou est-ce que ça doit changer selon vous, Guillaume? Moi je pense que la PAC... Une PAC qu'on nous annonce plus verte. Oui, je pense que la PAC, et ça peut-être que je vais certainement peut-être pas être d'accord, on va pas tous être d'accord, mais j'espère bien qu'on débatte. Les politiques agricoles le cadre doit être plus rigide. Parce qu'effectivement, quand ici en France, on ne peut pas utiliser certains produits alors qu'on peut le faire en Espagne, ça met de la concurrence entre les territoires. Donc mettons un cadre plus rigide avec des objectifs précis, chiffrés. C'est ce qu'on propose dans la communauté. Yannick Jadot, tête de liste sélection européenne, dit 50% des aides directes doivent être vertes. Oui, non, mais c'est ça. Mais au niveau du comité des régions, on a aussi donné des objectifs très ambitieux par rapport à ça. Et je crois qu'il le faut, ce cadre. Ne serait-ce que pour qu'après, il n'y ait pas de concurrence entre les territoires au niveau européen. Et donc entre les agricultures et donc entre les paysans. Il faut être plus rigide, Dominique Fayel? D'abord, pour un petit commentaire par rapport à ce que dit cet agriculteur. Oui, les filières courtes sont une partie de l'agriculture qu'on peut développer encore, notamment en Occitanie, où on a une population qui augmente tous les ans. Mais il n'y a pas un seul modèle d'agriculture. Il ne faut pas oublier que la transformation, lorsqu'elle est faite par des entreprises, et je vois chez moi en Aveyron, j'ai plus de 500 PME, de transformation dans l'agroalimentaire, c'est aussi de l'emploi dans le monde rural. Donc il faut trouver, un équilibre. Après, sur les rigidités, il faut un cadre cohérent entre les pays. Après, pour les agriculteurs, moi je dis attention à pas trop de bureaucratie et je pense que là on a atteint le bout du bout. Parce que là, véritablement, on a une PAC où quand le paysan se lève le matin, il a devant lui tout ce qui est interdit, tout ce qui est obligatoire, et beaucoup de contraintes. L'espace pour gérer sa ferme commence à devenir très, très, très étroit. Donc je pense qu'il faut effectivement répondre mieux aux attentes de la société et répondre mieux à l'environnement. Et là-dessus, je veux quand même insister sur un fait, c'est qu'il faut aussi reconnaître les efforts que font déjà les agriculteurs au jour le jour, parce qu'il y a déjà beaucoup de mesures agricoles. Certains trouvent qu'elles ne sont pas des mesures environnementales. Certains trouvent que ça ne va pas assez loin. Je pense que ça ira plus loin dans la future PAC, mais il faut que ce soit gérable sur la ferme, parce que les animaux et les sols, ce n'est pas des réalités administratives. Un cadre également, on a beaucoup parlé là depuis le début de l'émission, en fil rouge, de la concurrence des autres grands pays, des autres continents. Est-ce que là aussi, vous allez changer le cadre, notamment sur la concurrence que nous font parfois déloyale que nous font ces autres marchés? Peut-être juste pour rebondir et pour confirmer tous les efforts qui ont été faits, parce qu'on parle du verdissement de la PAC, il a lieu depuis un certain temps. La PAC, l'agriculture a baissé ses émissions de CO2 de 24%, l'objectif c'était 20%, donc les efforts sont faits, ils produisent des résultats, et dans la prochaine PAC, on va aussi renforcer à la fois le soutien et l'ambition pour le verdissement de la politique agricole commune. En tout cas, c'est la proposition de la Commission. Sur les autres sur la question de la concurrence. Sur la concurrence des autres blocs. Là-dessus, c'est ce qu'on fait, nous, à la Commission, c'est on négocie des accords commerciaux avec différents grands groupes et partenaires que peuvent être le Canada, le Japon récemment, ou bien sûr, on a en tête
les intérêts des agriculteurs. Le Mercosur, mais l'accord n'est pas encore conclu, il est encore en discussion avec le Mercosur. Et juste pour donner un exemple sur le Canada, on avait beaucoup parlé des bœufs et de comment on fait, de quotas de bœufs qu'on avait autorisés pour le Canada. Déjà, je voudrais juste rappeler aussi un truc important, il n'y aura pas de bœuf aux hormones en Europe. C'est pas parce qu'on fait un accord avec le Canada qui, eux, mangent du bœuf aux hormones qu'on autorise le bœuf aux hormones à la consommation. Donc ça, c'est important. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le quota de bœuf qu'on a donné aux Canadiens, il n'est pas utilisé, alors que le quota que nous, on a eu, il est complètement utilisé. Oui, je crois qu'il faut faire attention que les contraintes qui s'appliquent à nos agriculteurs ne soient pas différentes des contraintes qui s'appliquent aux autres pays, aux autres agriculteurs, avec les importations. C'est aujourd'hui le cas, donc il faut vraiment que l'Europe soit beaucoup plus protectrice. Alors maintenant, protectionniste, prendre des mesures parfois. Protectrice. Maintenant, au sein de l'Europe, il faut vraiment qu'il y ait une valeur, qu'on partage des valeurs communes et éviter de rajouter des normes. Parce que je crois qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est sous la contrainte que les agriculteurs vont faire telle ou telle chose. Les agriculteurs sont parfaitement conscients aujourd'hui des transformations nécessaires liées à l'environnement, évidemment, au changement climatique, lié aux habitudes sociétales, aux attentes sociétales. Donc il ne faut pas imaginer qu'il faut contraindre les agriculteurs. Je pense que les agriculteurs sont parfaitement conscients de ça et sont prêts à faire ce virage nécessaire. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs tous les jours. Donc il faut qu'ils le fassent ensemble au niveau de l'Europe. Moi je suis d'accord. En 30 secondes, rapidement, on arrive à la fin de l'émission déjà. La PAC doit accompagner les agriculteurs dans leur transition écologique, environnementale. Alors moi je pense qu'il faut des objectifs assez forts qui soient inscrits pour justement permettre ça. Ça, c'est clair. Mais sur les marchés internationaux, moi, sur le Mercosur, par exemple, c'est danger pour nos éleveurs quand même. Hein. Il faut qu'on fasse attention à ça. Et moi, je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à avoir une PAC très volontaire. Et donc, il faut aller peut-être jusqu'à du protectionnisme, effectivement, si on ne change pas le système international et le commerce international, entre autres. Et là, il y a un vrai enjeu pour la future PAC à ce niveau-là. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté le débat. 2021-2022, quand c'est qu'on peut l'espérer, cette réforme 2021, elle doit démarrer en 2021. Merci à vous trois. C'est pas possible, dit-on. On peut en refaire une autre. Merci à vous d'avoir accepté de débattre. On reparlera évidemment de ce dossier. On reparlera aussi du futur scrutin des européennes avec une émission notamment spéciale Brexit. D'ici là, profitez des dernières heures du Salon de l'Agriculture à Paris pour cette édition. Sinon, si vous n'êtes pas ici, bon week-end, bonne fin de week-end en Midi-Pyrénées.